Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des décryptages, des commentaires et des analyses. Pour ce dimanche, 5 sujets sont au menu. Nous parlerons de la libération d'otages dans le nord du Burkina. La crise à la poste du Burkina est également au menu. Le retour annoncé de Yacouba Isaac Zida, nous en parlerons. Nous parlerons également des prix Galian 22e édition. Et enfin, on parlera du Togo avec les réformes constitutionnelles qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Autour de la table, Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Nous avons également avec nous Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Sagnon, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Inoussa Ouedraogo de Bendré est également avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon. Merci bonjour à tous, en tout cas, de votre présence sur ce plateau. Alors, les forces spéciales françaises, en collaboration avec les services américains et les forces de défense burkinabè, ont mené une opération de libération d'otages dans la nuit du 9 au 10 mai dernier dans le nord du Burkina. Cette intervention a permis de libérer les 2 Français qui avaient été enlevés dans le nord du Bénin. Elle a également abouti à la libération d'un Américain et d'une Sud-Coréenne. Au cours de l'opération, 2 soldats français ont été tués. Alors c'est une intervention en tout cas que vous avez suivi, une actualité également que vous suivez de près. Alors pour l'Élysée, en tout cas, c'est une opération donc qui est qualifiée de succès. Ouagadougou également parle de succès. Alors est-ce votre avis, Dieudonné? Succès, si ceux qui ont commandité et qui ont exécuté l'équipé de libération disent que c'est un succès, c'est que ça n'est une. Effectivement, après une filature qui vraisemblablement a débuté le 2 mai, et avec une alerte dans la nuit du 9 au 10 par la voie de l'Élysée, nous avons appris qu'effectivement, à 70 km de Guibo, il y a eu 4 otages au lieu de 2 Français, une Sud-Coréenne et puis une Américaine qui ont été libérés, qui étaient détenus dans des huttes. Bon, je pense que l'Élysée a pris vraiment la décision parce qu'effectivement, c'est le président Emmanuel Macron, sur renseignement de son ministre des Armées, Florence Parly, et du chef d'état-major, le général Lecointre. Et le président Emmanuel Macron a pris la décision, et avec la logistique et une quinzaine de soldats burkinabè et le renseignement américain, ils ont décidé de faire cette équipée-là. Malheureusement, et là, c'est vrai que, comme je le dis, la mort n'est pas un dysfonctionnement de la guerre, d'autant plus que nous sommes dans une guerre asymétrique. La mort fait partie de la guerre, mais hélas, quand même, ça fait mal. Bon, le décès des 2 soldats qui sont décédés, français qui sont décédés au cours de l'opération, ça, c'est un peu le point noir dans cette libération. Mais en même temps, je dis aussi, peut-être qu'on aura le temps de revenir, que c'est, petit à petit, il y a un changement de décor et de changement de méthode. Je pense que de plus en plus, on ne verra plus l'image de médiateur attitré Blaise Compaoré ou bien d'un Moustapha Chafi qui marche, qui émerge d'un hélicoptère ou bien d'un coucou suivi. Alors, voilà, on reviendra peut-être sur ces aspects. Donc, je pense qu'on est en train de passer à une autre phase. Ça va être maintenant ce genre d'action auquel on assistera. Justement, et ça crée un peu la polémique parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que des Français étaient impliqués donc dans cette opération où des Français étaient otages que donc la réaction a été aussi prompte et aussi rapide. Zoubaviel. Oui, je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses. Ce sont des ressortissants français et l'armée française est là pour
protéger les ressortissants français. Donc, ils n'attendaient pas à ce que ce soit peut-être un Burkinabé. Je ne sais pas quel intérêt des Français aurait à intervenir, à mettre la vie de leurs soldats en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions de la coopération qu'il y a? Oui, entre non, mais on les connaît pas Français tous les et les termes. Oui, mais Burkinabés? on ne connaît pas tous les termes de la coopération entre le Burkina Faso et la France. On ne connaît pas tous les termes de la coopération, mais il est de l'ordre naturel des choses que quand un citoyen, et c'est valable pour tous les pays occidentaux, quand leurs citoyens sont en danger quelque part dans le monde, même quand c'est en Afghanistan, ils mettent en branle leurs forces spéciales pour le libérer. Parce que c'est ça aussi à quoi servent, comme on appelle, ces forces-là. Alors maintenant, sur cette question, parlant de succès, effectivement, on peut dire qu'il y a eu succès. Nonobstant la mort des 2 soldats français, bon, quand on est soldat aussi, c'est ce à quoi, voilà, ça fait partie des risques du métier. Et je pense que c'est regrettable, mais c'est quand même un succès qu'ils aient pu libérer ces personnes-là. Maintenant, il faut regretter la communication même qui a entouré ces libérations, parce que quand on écoute, dans tout le discours des officiels français, on n'entend pas parler des Burkinabés qui ont pris part à cette équipée-là. En tout cas, oui, ça c'est vrai, vous avez raison. C'est une remarque qui a été faite par beaucoup. Voilà, il a fallu que le ministre des Affaires étrangères burkinabé dise que lors de l'opération, il y a eu 15 militaires burkinabés qui ont participé. Je pense que ça n'honore pas un pays comme la France de nier même notre participation. D'autant plus que d'abord, ça a été sur le territoire burkinabé. Certainement, les renseignements burkinabés aussi ont contribué à cette libération. Mais quand on parle, on dit que bon, c'est sur les Reapers, les drones français qui ont repéré avec l'appui d'Américains, les Français, les forces spéciales françaises ont intervenu. La seule partie où on évoque le Burkina Faso, c'est que c'était sur notre sol. Donc je pense qu'ici, il faut essayer de coordonner un peu cette communication-là, de sorte à ne pas frustrer une partie de ces forces qui se battent chaque jour aussi sur le terrain pour le retour de la sécurité. Donc, je pense en tout cas, la participation du Burkina a été relevée, en tout cas dans le tweet que le président du Faso a fait juste après cette opération. Ça avait été clairement dit là-bas, même si à l'Élysée, cela n'avait pas été mis sur ce communiqué du président Macron. Paul Miki. Oui, alors moi je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des soldats français qui sont morts, parce que ça fait mal, comme Dieudonné l'a dit, chaque fois quand il y a mort d'homme, et ça fait doublement mal quand mort d'homme intervient pendant qu'on est en train de tenter de sauver des vies. Donc que ce soit des soldats français, burkinabés ou autres, ça fait vraiment mal quand il y a mort d'homme. Mais je voudrais également dire que cette communication, effectivement, je suis d'accord avec Dabiré, que c'est une communication qui a été orientée, puisqu'elle vient de l'Occident, mais en même temps, je voudrais dire qu'il appartient à nous également, et burkinabés, de soigner cette image de nos soldats burkinabés qui ont participé à cette épopée. Il ne faut pas attendre justement que l'information nous vienne tout le temps de l'Occident, chacun se met de son côté. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez compris la position du président Emmanuel Macron qui défend, si vous voulez, ces soldats qui ont mené cette opération. On peut comprendre également cette position française qui est venue sauver des otages sur le sol burkinabé, parce que quand un Français est en difficulté quelque part, on met tous les moyens pour le faire. Je pense que cet exemple-là devrait inspirer également le Burkina, parce que c'est pas gai de le dire, mais on a connu également des otages burkinabés. Il y en a qui sont toujours en détention, il y en a qui ont été libérés. C'est passé pratiquement en perte et profit. Oui, justement, est-ce que nos forces de défense et de sécurité ont cette formation? Quand on regarde la nature de cette opération, quand on regarde cette conférence de presse qui a été donnée par le ministre français des armées et puis le général, alors on voit que c'est une opération nocturne. Alors on a approché la cible sur un découvert de 200 mètres jusqu'à atteindre la cible sans se faire repérer. Est-ce que nous, on a ces compétences-là? Non, il est clair que les moyens ne sont pas les mêmes. Je ne parle même pas de la question des moyens, je parle même du traitement de cette libération, parce que pour le cas du Burkina, c'est vrai qu'on a connu des otages burkinabés. Il y en a qui ont été libérés comme ça par leurs ravisseurs sans que l'armée n'intervienne. Je pense notamment au travers de la Croix-Rouge. Mais on n'a pas vu ce tweet du chef de l'État. C'est ce que je voudrais juste regretter. Sinon, je conviens avec vous que ce n'est pas les mêmes moyens. D'ailleurs, il faut dire ici que pour cette opération-là, je pense bien que ce sont les renseignements qui ont le plus fonctionné. Parce que pour qui connaît un peu la géographie de la sous-région, vous savez que la forêt où les Français ont été enlevés, c'est quand même sur le sol béninois. Ils ont été retrouvés au nord du Burkina. On peut imaginer un peu toute cette distance parcourue par les ravisseurs avec leurs otages jusqu'à cette localité. Donc il aurait fallu effectivement avoir de très bons renseignements pour pouvoir mettre la main justement, localiser, ne serait-ce que localiser les otages. Et je crois qu'à ce niveau, en réalité, on ne peut pas nier le fait qu'il
il y a eu certainement une contribution inestimable des soldats burkinabés ou des services de renseignement du Burkina, mais il aurait fallu effectivement équilibrer l'information pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une histoire de rapport de force, vous l'avez dit, en termes d'intervention, en termes également de puissance de communication. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, vous avez parlé de moyens, en tout cas de localisation, oui, donc des terroristes donc, qui avaient pris en otage donc, ces Français. Oui. Alors, ça veut dire que ces moyens existent. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être pousser cette coopération pour que, pour ce qui arrive au Burkina Faso, chaque fois on parle d'hommes armés qui ont attaqué, qui ont disparu, pourquoi on ne mettrait pas peut-être à profit donc, ces moyens qui existent déjà dans cette coopération militaire entre les deux armées pour peut-être repérer et poursuivre ces hommes armés qui surgissent et qui disparaissent comme ça dans la nature? Oui. Inoussa. Bon, je pense que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais contrairement à ce que vous avez indiqué, moi je crois que si la volonté de l'armée burkinabé est de pouvoir libérer nos otages, je pense qu'ils en ont les moyens. Nous avons des... Mais pourquoi ils ne le font pas alors? C'est la question qu'on se pose tous. Parce que quand on va à ce type de libération, on ne peut pas prétexter le fait qu'on n'est pas suffisamment formé pour ne pas libérer des Burkinabés en otage. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à identifier là où se trouvent exactement ces Burkinabés-là. Mais je pense que si, évidemment, l'armée burkinabé a pu savoir où se cachent les otages burkinabés, ils peuvent se donner les moyens de les trouver, de les libérer, et puis bon, avec toutes les conséquences que cela induise. Parce qu'on a vu qu'avec l'armée française, quand bien même les autorités françaises disent que les militaires qui ont été tués sur les champs de bataille sont des militaires aguerris et très bien formés, ils font partie des meilleurs de ces commandos-là. Ça veut dire quelque part que c'est des missions à risque. Et nos militaires, nos gendarmes, nos policiers doivent pouvoir être en mesure également de prendre ces risques-là pour libérer les otages. Je pense notamment au docteur Elliott, je pense à l'abbé Joël Yougbaré qui ont été enlevés au maire de Marcoy, voilà, au maire de Marcoy, etc. Mais nous n'avons pas encore vu nos autorités montrer véritablement l'envie de retrouver ces gens-là et de les libérer. Alors justement, ce qui a été dit, en tout cas, on voulait tout faire pour éviter que ces otages-là ne rentrent sur le territoire malien. Donc il fallait intercepter donc, les terroristes avant d'entrer, parce qu'une fois au Mali, ça allait être très très compliqué donc, de pouvoir intervenir. Oui. Tout ça, c'est vraiment le renseignement et c'est la volonté surtout des autorités françaises aussi de montrer qu'ils sont très attachés à ce genre de choses-là qui, même si du point de vue politique, cela peut également s'analyser et comprendre du coup toute la communication qu'il y a eu autour donc, de la libération de ces otages-là et des morts qui s'en sont suivis. Mais je suis d'accord aussi avec ce que Miki Ramba disait tout à l'heure en ce qui concerne nous-mêmes, notre communication, notre incapacité à pouvoir mettre en avant les capacités réelles de nos militaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui chantent les louanges de nos militaires. Nous également, nous avons les capacités de pouvoir le faire et il nous appartient de dire que nos militaires ont vaillamment combattu aux côtés de leurs frères d'armes français pour libérer donc ces différents otages-là. Oui, avant-hier, j'ai été interviewé par une télévision étrangère. On m'a posé la même question, pourquoi c'est la France, pourquoi on a rapidement fait. Je crois que vous avez vous-même répondu à ce que j'ai dit. En fait, il y a ce qu'on appelle les primo-ravisseurs, ceux qui ont commis le rapt première fois et qui ont amené les prisonniers à 70 km de Kibo. Il fallait faire rapidement, effectivement, pour qu'on ne les transfère pas vers d'autres, parce que la tâche allait être plus compliquée. Et là, effectivement, c'est le renseignement et vraisemblablement, il semble que c'est les Américains. Et hier, la même question a été posée à un général français. Je le suivais sur une chaîne française, le général Trinquant, qui a été ex-chef de mission à l'ONU. Lui aussi, il
il a entonné la même ancienne. Il a dit que seuls les éléments de Barkhane et autres pouvaient mener cette opération à bien, parce que c'est justement les soldats français qui avaient vraiment les moyens, effectivement, les drones, les trucs de nuit, les rayons X et tout ça pour voir. Donc, c'est pas... Et le journaliste même a évoqué la force G5. G5 aujourd'hui est incapable d'abord de mener une telle opération parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, effectivement, soyons, bon, un peu, c'est vrai qu'on monte sur nos grands chevaux, c'est tout, mais vraisemblablement, c'est pas une question de capacité ou bien de qualité de nos soldats, des hommes. Mais la guerre aussi, comme disait quelqu'un, la science à l'âge de ses instruments. La guerre aussi à l'âge de ses instruments. Vous ne pouvez pas mener une guerre parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la guerre aussi se mène, c'est pas maintenant le corps à corps, le mano à mano. Il faut vraiment, donc il faut aussi qu'on sache raison garder. Et pour finir, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, la France a le droit, selon l'accord, parce qu'il y a un accord de défense qui a été signé en décembre 2018, entre la France et nous, qui stipule qu'à la demande du Burkina, les soldats français peuvent venir, en tout cas, vraiment opérer sur notre territoire. Donc, par contre, donc, il n'y a pas... On a vu même, voilà, donc, il y a plus... Je pense que c'était dans la zone de Djibo, toujours sur la demande, en tout cas, du Burkina Faso. Les Français sont intervenus pour frapper une colonne de terroristes qui avaient attaqué une mine d'or. Je souscris à ce que Dieudonné dit, parce qu'aujourd'hui, l'intervention au sol vient en dernière position. Le renseignement dont il était question a été fait sur la base des satellites, de drones Reaper français bien sophistiqués et un certain nombre qui ont été recoupés avec des informations d'Américains. On a de la volonté ici, c'est vrai. Nos soldats sont au front, ils se battent comme ils peuvent, comme des beaux diables. Mais vous n'avez pas les moyens de les localiser. Ces moyens technologiques-là, la guerre, elle est d'abord technologique avant d'être physique. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et comme on le dit toujours, la guerre coûte cher, ce matériel coûte cher. Les gens ont intervenu dans la nuit. C'était avec vraiment un matériel très, très sophistiqué qu'il fallait. Et ça, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Donc pour moi, ici, les soldats burkinabés ont tout le mérite d'avoir été aux côtés de leurs frères d'armes français dans cette opération-là. Ils n'ont pas démérité s'ils n'ont pas encore pu libérer Dr Elliott et un certain nombre de personnes parce que ils n'ont pas forcément ce matériel-là. Et aujourd'hui, rien ne dit que la question le sort du docteur Elliott et le maire de Marcoy préoccupe des Français. Et rien ne dit que non, aujourd'hui, ils vont mettre leur matériel à notre disposition pour qu'on puisse les repérer et voir comment les libérer. Parce que les pays aussi, c'est comme ça fonctionne. Et comme je le dis encore, nous ne connaissons pas les termes de l'accord de défense entre le Burkina Faso et la France, au point de dire qu'ils sont capables de déployer toutes les technologies ici pour nous permettre de nous en sortir. Oui, mais est-ce que ce n'est pas nous, comme ça a été fait peut-être une ou deux fois dans le passé, de faire la demande? Voilà, de faire la demande s'il y a des attaques. Moi, je ne parle pas forcément donc, des enlèvements ou bien des prises d'otages. Oui, sur ce point, je suis d'accord avec voilà, on voit ce qui se passe dans la zone de Gassekeli, dans la zone d'Arbinda, où des hommes surgissent et disparaissent sans qu'on puisse avoir de traces comme ça. Oui, mais alors les grandes puissances, peut-être des moyens pour les grandes puissances sont égoïstes sur ces points-là. Elles veulent toujours avoir une longueur d'avance sur les pays comme les nôtres. Donc, vous demandez à des pays comme les nôtres de mettre à notre disposition leur technologie, ce qui fait aujourd'hui leur puissance. Parce que c'est ça aussi les grandes nations. Elles ont une longueur d'avance, elles dominent le monde parce qu'elles ont une longueur d'avance sur les autres. Donc si vous demandez à ce qu'on déploie un certain nombre de choses ici, je ne suis pas sûr que cet accord même de défense va tenir. C'est-à-dire que s'il y a des terroristes... On a bien compris votre position. Je voulais juste rajouter à ce que Dabiré dit. C'est vrai qu'il y a cette question d'égoïsme, mais à cela s'ajoute également l'enjeu. Alors, l'enjeu ici, c'est les otages, la qualité des otages. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette opération? Parce que ce sont des ressortissants français qui ont été enlevés au Bénin et retrouvés au souligner aussi le fait que les 4 otages, c'est les 2 Français seulement qui étaient ciblés. Donc, officiellement, elles ne savaient pas. C'est là où j'en venais. Voilà. La présence des 2, c'est l'humanitaire en fait. Les Français. Comme on le dit chez nous, le caillou profite des haricots. Voilà, l'Américain et la Sud-Coréenne, l'enjeu ici, c'est comme je le disais, au courant de leur présence. Tout à fait. L'enjeu ici, comme je le disais, ce sont les ressortissants
des pays, des grandes puissances qui sont en difficulté. Donc, ce sont ces ressortissants qu'on va chercher. Donc, en plus de l'égoïsme dont parlait Dabiri, effectivement aussi l'enjeu, parce que quand on rappelle un peu les personnes qui ont été enlevées, qui ont été prises en otage pour le cas du Burkina, on peut peut-être faire la demande à la France, peut-être qu'il va nous avoir une facture qu'on ne pourra pas honorer. Ça, c'est une réalité, parce qu'on n'a pas, comme il a dit d'ailleurs, le contenu de l'accord qui a été signé en décembre 2018 pour savoir si les services éventuels de l'armée française pour le Burkina sont des services gratuits ou il s'agit de services facturés. Est-ce qu'on est capable d'honorer les factures éventuelles qui vont suivre ces prestations? C'est autant de questions que l'on est amené à se poser. Sinon, l'idéal, c'est de se doter de ce matériel, mais combien ça coûte? Est-ce qu'on a les moyens? C'est ça. C'est un peu ça la guerre. Mais en réalité aussi. Bon, en réalité aussi, c'est vrai que on aimerait que ces genres d'opérations s'étendent à d'autres choses. Mais le même Trinquant hier a dit que en réalité, les Français, Barkhane peut intervenir, avec les armes pour rétablir une situation. Mais la paix, le maintien de la paix revient au pays. C'est pour dire quoi? La paix, ce n'est pas quelque chose qui est acquis pour tous. On peut venir nous aider à pacifier une zone. Mais comment maintenir cette zone-là dans la paix perpétuellement? Ça revient maintenant à nos troupes. Et quand le général dit ça, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est au Burkina, ça veut dire qu'au Burkina, de se battre en tout cas pour maintenir la paix et la stabilité sur son territoire. Les ex-otages qui ont été reçus, Inoussa, par le président du Faso hier. Oui, on a vu effectivement que le président du Faso les a reçus. Je sais pas. Ils étaient 3 au lieu de 4. Le 4 américain Ça a posé aussi quelques questions. On a entendu dire que l'Américain avait déjà été remis à ses autorités. Oui, je ne sais pas à quoi rime tout ce folklore. Que le président du Faso décide de recevoir les otages, c'est bien, mais je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que c'est des Français ou parce que je n'ai pas encore vu le président du Faso recevoir à son palais ceux dont les parents ont été tués sur le champ de bataille? Voilà, moi ça me pose des questions. C'est peut-être du politiquement correct, c'est peut-être de la diplomatie, tout ça. Mais j'aurais aimé voir aussi... Est-ce qu'au regard de l'enjeu de cette libération, de la portée aussi, il ne fallait pas peut-être encourager ces otages qui ont d'ailleurs remercié le président du Faso pour, entre griffes, je les cite, les avoir fait sortir de l'enfer? Oui, on comprend tous la contribution du Burkina Faso et la volonté certainement de ces otages de vouloir dire merci, mais je ne vois pas véritablement les enjeux, sauf à me faire croire que c'est parce que c'est vraiment des Français qu'on les a reçus au palais de Kossiam. Mais ça se passe même à l'Occident aussi, généralement quand il y a des libérations d'otages, les otages sont reçus à l'Élysée par le président français. Au Burkina, le président du Faso ne nous a pas habitués à recevoir, par exemple, des gens dont les parents ont été tués, par exemple, sur le front. Je dis, par exemple, qu'au Burkina, on a élevé au rang, par exemple, des héros nationaux, les 30 et 31, les gens qui sont sortis pour plus de liberté et de justice. Et je m'attends aussi à ce que, par exemple, des gens soient élevés au rang de héros nationaux pour avoir combattu au front pour la libération du Burkina des mains des otages. On le voit très rarement. Et quand vous voyez des terroristes, je vais dire, quand vous voyez toute la communication qui a été faite par les autorités françaises, parce que des militaires ont libéré des otages, mais ça nous donne à réfléchir et à nous dire aussi que nous aussi, nous pouvons voir comment véritablement encourager ceux qui partent donner leur vie pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Bon, le deuxième problème que ça me pose, cette libération, c'est que nous devons nous questionner sur la présence de l'Occident sur nos continents, et notamment au Burkina et dans le Sahel. Les Français aujourd'hui connaissent mieux notre Sahel que nous. Ils y sont depuis des années, avant même l'intervention, donc, ou en tout cas avant l'éclatement du terrorisme. Ils connaissent bien le Sahel, ils connaissent les hommes qui sont au Sahel, ils connaissent le groupe terroriste. Ça fait que c'est plus facile, évidemment, pour eux de pouvoir mener certaines opérations. Et c'est en cela que nous également,
nous devons mener la réflexion et discuter vraiment d'autres... Oui, ça c'est un débat de fond qui revient toujours. Est-ce qu'on doit habiter les forces françaises au Burkina Faso? Mais on voit, pour ce cas précis, sans les Français, est-ce qu'on allait pouvoir s'en sortir? Pour la réception des otages à l'Élysée, moi, vous parlez de Kossiam. Kossiam, oui, moi, je parle de moi, ça, vraiment, ça me pose pas particulièrement de problème. Bon, c'est vrai qu'on voit ça un peu effectivement supputé. Pourquoi? Parce que c'est des Français, mais bon, le président du Faso a décidé de les recevoir avant qu'ils ne s'envolent. Et d'ailleurs, ils ont été accueillis à l'aéroport de Villacoublay dans une cérémonie sobre par le locataire de l'Élysée. Maintenant, pour comme l'a dit Sayon, la présence des Français au Sahel, bon, ça, on peut consacrer même 2 émissions à ça, parce que vous savez que sans justement Serval, en 2012, Bamako était pris parce qu'ils ont été arrêtés net à Sévaré. Ça, c'est ce qu'on vous a dit. Non, jusqu'à ce que vous m'administrez la preuve du contraire, historiquement, c'est la vérité historique. Maintenant, si vous pouvez nous dire, si vous nous dites que c'est pas vrai, bon, apportez-nous la preuve du contraire. Mais historiquement, c'est Serval qui a arrêté les djihadistes à Sévaré pour qu'ils ne descendent pas à Bamako. J'ai déjà entendu ça aussi, que c'est pas vrai, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas administré la preuve du contraire. Je ne dis pas que Serval n'est pas intervenu. Oui, non, c'est pour un peu expliquer en partie la présence de ces Français-là. Mais je vous dis que ces Français y étaient avant et même... aujourd'hui, on tente justement que la force G5 remplace Barkhane. Malheureusement, actuellement, on rahane même à rassembler les Français ne se sont pas immiscés dans notre affaire sans notre consentement. C'est nous qui les avons appelés. Quand le président du Faso en 2018 est allé signer l'accord de coopération entre la France et le Burkina Faso, qui ici a trouvé à redire? Personne n'a trouvé à redire. En tout cas, les Burkinabés, dans leur majorité, si c'est une majorité silencieuse qui grogne, en tout cas, on n'en sait rien. Mais personne n'a trouvé à redire. Donc les Français ne sont pas ici par effraction. Les Français sont ici. Non, c'est parce que nous le voulons. Non, ça c'est clair. Sans accord, les Français ne sont pas là. Vous dites que les accords ont été signés en 2018. Oui, les Français ne sont pas au Burkina en 2018. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est souvent. On peut avoir des appels ponctuels comme ça. On peut demander à la France de venir nous aider. Ponctuellement, on peut demander à un pays de venir nous aider. Ça se D'accord. fait. Alors, on va clôturer ce chapitre sur cette libération d'otages qui a eu lieu dans le nord du Burkina et poursuivre avec cette crise à la poste du Burkina qui traverse vraiment une crise sans précédent. Les travailleurs de la société à travers leurs syndicats réclament l'adoption donc de nouveaux statuts mercredi. Lors d'un sit-in, la situation s'est dégradée et donc les agents ont finalement contraint le directeur général de la société de quitter les lieux. Alors, c'est une actualité que vous avez suivie. Qu'est-ce que donc vous pensez de ce qui s'est passé mercredi donc à la Sonapost? Alors moi, je pense que ce qui est arrivé mercredi à la Poste du Burkina, c'est une situation qu'il ne faut pas analyser indépendamment de toute cette vague de contestation, et cette vague de montée d'incivisme qui est vécue un peu au Burkina. Alors d'abord, dans le fond, il y a eu justement... Vous traitez ça d'incivisme ou vous mettez ça dans le même lot? J'en viens, parce que c'est le nouveau Burkina qui est comme ça, malheureusement. Il ne faut pas isoler les choses, ça va ensemble, évidemment. Depuis justement l'insurrection où on a appris qu'on pourrait donc tout régler par la rue. Alors ça, d'abord, dans le fond, comme je le disais tantôt, ça s'inscrit dans une vague de contestation tous azimuts, parce que les travailleurs de la Poste de Burkina ne sont pas les seuls à avoir revendiqué des statuts. Il y en a eu beaucoup qui l'ont fait avant. Ils n'ont pas également les seuls, ou du moins les premiers, à avoir justement pris à partie, si vous voulez, le directeur général, en lui demandant donc de quitter, ou en demandant en tout cas sa démission, parce que l'histoire rappelle effectivement qu'il y a eu des cas similaires dans d'autres sociétés. Je pense notamment à l'Office national d'identification, à l'ANERE et à la GSP, où on a demandé la démission justement du directeur général et tout. Maintenant, la particularité du cas de la société de la Poste de Burkina, c'est que les agents sont allés un peu plus loin de mon point de vue, jusqu'à en tout cas contraindre le directeur général à quitter. Ça ressemble beaucoup à un acte d'incivisme ici, comme je le disais tantôt, j'ai pas bien mes mots, mais en réalité,
il ne faut pas isoler cela à tout ce que l'on a vécu effectivement après l'insurrection. Comme je disais, alors, parce que les agents motivent en tout cas leur comportement, entre griffes. Ils disent que le nouveau, en tout cas le directeur général devrait les rencontrer le même jour, mercredi. Il a préféré aller donc au conseil d'administration d'une autre société qui se tenait en même temps. Il accuse également de n'avoir pas su défendre donc le dossier de ce nouveau statut devant le conseil d'administration. Donc il a échoué 2 fois devant donc, ce conseil à faire adopter ce nouveau statut. Ils disent également que le même jour, le mercredi, donc il y a eu des messages qui ont été diffusés, en tout cas faisant état de prendre le nom de tous ceux qui sont en mouvement, peut-être pour d'éventuelles sanctions, et que c'est ça qui, tout ça en tout cas, qui aurait fait déborder en tout cas le vase. Tout cela est vrai, c'est peut-être justifié, mais pour moi, ça n'explique pas le fait qu'on ait donc tenté de mettre le directeur général hors. En fait, ce qui a été dit, c'est tout à fait justifié, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prendre ça pour expliquer le fait qu'on a exfiltré donc le directeur général. C'est pour ça que je parle d'acte d'incivisme. Mais je ne suis pas en train de condamner. Non, je ne suis pas en train de condamner isolement les travailleurs de la Poste du Burkina parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir commis de tels actes. Nous sommes dans un pays où malheureusement on a tenté de légitimer la violence depuis l'insurrection populaire. C'est vrai qu'au lendemain de l'insurrection populaire, moi j'étais de ceux-là qui pensaient qu'on allait balayer les rues de Ouagadougou et on allait vite oublier justement cette violence qu'on a connu donc les 30 et 31 octobre 2014 parce que c'est arrivé comme ça. Vous avez remarqué que même les travailleurs de la Poste du Burkina ont dit que c'est comme l'insurrection, c'était pas prévu. Ils ont fait donc, en tout cas... voilà, ils l'ont dit. Donc en réalité, il ne faut pas les isoler pour les condamner. S'il faut condamner, il faut condamner un peu tous ceux qui ont commis de tels actes de mon point de vue et il faut effectivement réfléchir profondément pour sortir justement de l'escalade de la violence qu'on est en train de prendre. Oui, je partage le point de vue de Mickey. Les arguments avancés par les agents de la Poste du Burkina les arguments ne tiennent pas, ne peuvent pas, à mon avis, à mon sens, justifier ce qui s'est passé. Mais tout ça, comme le disait Mickey, on ne peut pas isoler ce fait-là pour le juger. Cela procède d'une stratégie qui a été cautionnée par le gouvernement. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, tous les actes, en fait, sans violence, il n'y a pas de résultat. Vous vous souviendrez qu'en 2016, pour une des premières fois, le SYNCHA avait franchi le Rubicon en proposant la grève sans service minimum. Tout dernièrement, vous avez vu les financiers qui ont pratiquement bloqué le pays pour avoir quelque chose. Il y a un certain nombre de faits et gestes comme ça. Et quand, à un moment donné, il a même parlé du cas de l'ONI, qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, des GSP qui ont désarmé leurs frères d'armes, et tout ça, ça donnait quoi? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique. Ils se sont inspirés de quelque chose de déjà vu. Et maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est à l'État de restaurer. Et ça se dit tous les jours. L'État doit restaurer son autorité. Sinon, c'est un État en déliquescence que nous avons aujourd'hui. Et la preuve, c'est que quand ils ont posé cet acte-là, ils ont été rapidement reçus par la ministre Samtil, qui a dit que non, elle allait prendre en compte leur plateforme. Et maintenant, on les négocie, laisser venir le directeur général, chose qu'il refuse. Oui, il réclame en tout cas. Il ne parle même plus de statut. Ils disent que même si le statut est adopté en décembre, ce n'est pas leur problème. Il faut le départ du directeur général. Bon, oui, c'est vrai que concernant la Poste, là, bon, on a écouté les uns et les autres. Bon, d'abord, il faut quand même déplorer le départ du DG sous les colibés et puis les huées. C'est un spectacle pitoyable. Je pense qu'il faut vraiment nous épargner ce genre. Mais il y en a qui se félicitent de ça. Non, je pense que non. Nous sommes dans un Burkina nouveau. Non, oui, mais est-ce que quand on dit de respecter le chef, même quand, entre guillemets, bon, il a failli, c'est parce que demain, soi-même, on peut être chef et on va exiger le même respect. Donc, moi, je me pose un certain moule question. Est-ce que parce qu'il a voulu relooker la gouvernance de la Poste, qu'il a été victime, est-ce ces prétentions salariales qu'on disait vraiment gargantuesques qui a provoqué ça? Est-ce que c'est l'étude qu'il a confiée à un cabinet, bon, soit dite une étude qui est vraiment dans son ordinateur à lui seul, et que quand il veut faire une nomination, il t'appelle, il dit selon l'étude du cabinet, bon, oui, vous méritez. Je pense que c'est le nouvel organigramme. Voilà. Est-ce un règlement de compte? Est-ce que c'est le fait de vouloir prendre le nom de ceux qui étaient en sitting sous le hangar? Il y a moult questions que je me pose.
je n'ai pas la réponse, mais je veux dire que la Poste, quand même, c'est quand même un grand service, parce qu'elle gère près de 10 à 11 milliards, sans subvention de l'État. Et pour rejoindre Zubaviel, je pense qu'il y a eu un moment, puisque la Poste fait partie des 14 sociétés à caractère stratégique, dont les DG sont nommés justement en vertu de la loi 96 de 2007 par le président du Faso. Mais je crois qu'il y a eu un moment où, en tout cas sous Blaise, bon, c'est l'affaire que c'est la présidente qui proposait le nom, mais c'est le ministère de tutelle qui nommait. Tout ça pour ne pas affaiblir le ministre. Parce qu'il ressort aussi effectivement que souvent, quand le DG, il sait qu'il est nommé, il doit son poste à la présidente du Faso, souvent, il y a une défiance, bon, un petit je m'en foutisme envers son ministère de tutelle. Est-ce que c'est le cas? Certains l'ont susurré, je n'en sais. Le problème de la Poste là, bon, sur ce plateau, mais rien ne peut justifier effectivement jusqu'à en voir, parce que c'est un précédent, bon, qui va faire boule de nez et c'est pas bien. Et ça ne fait qu'en ajouter à la chienne lit. Donc je pense qu'il faut se garder, dire que bon, depuis là il y a eu ça, mais il faut un jour mettre le haut là pour arrêter. Voilà, avec cette crise, on n'a pas vu le gouvernement réagir. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. C'est ça aussi le problème. Le gouvernement même, en réalité, le gouvernement même cautionne. Le gouvernement cautionne ces champs d'action. Non, on ne peut pas le dire, ça, on ne peut pas le dire. Vous avez vu le gouvernement réagir? Non, le gouvernement n'a pas réagi, mais le gouvernement n'a jamais vendredi dernier, le DG a rejoint, il a rejoint son bureau sous haute garde. Mais je dis, bon, c'est une solution conjoncturelle, parce qu'un DG ne peut pas être permanemment gardé par des... Il faut qu'il y ait vraiment acceptation de tous les collaborateurs. Non, c'est ce que je veux dire. Donc, bon, je pense vous avez vu la grève pédagogique, tous ceux qui font la grève pédagogique aujourd'hui, à un moment donné là, il faut qu'ils changent de stratégie avec le gouvernement pour pouvoir avoir quelque chose. Vous avez vu les enseignants, ils ont dû à un moment donné corser. On peut le comprendre, mais on ne peut pas dire que le gouvernement... Non, c'est une façon, non, c'est trop dire. Voilà, c'est une façon de parler. Voilà, clarifier ça. Voilà, je clarifie ça. Vous savez que c'est une façon de parler. Voilà, je pense qu'on laisse Zubaviel. Voilà, c'est pour dire que aujourd'hui, depuis la nuit des temps quand ça a commencé, je pense que même en 2015, Simiga ou c'est quoi, on a brûlé une mine là. Je ne sais pas si vous en rappelez. 4 milliards de dégâts causés. Il n'y a rien eu. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, Dieu seul sait combien d'actes dans l'administration publique ont été posés en violation des règles. Qu'est-ce que l'État a fait? Donc ici, on s'inspire de quelque chose de déjà vu qui a payé quelque part. Et on continue. Mais tant que l'État va laisser passer. Mais quand on écoute aussi le responsable des syndicats là, M. Gaulle-Gilbert, il a dit qu'en fait c'était pas un truc préparé. Oui. Bon, il a parlé de surprise parce que et quand on prend aussi les différents DG quand même de la Poste, c'était quand on nomme un DG là-bas depuis, bon, j'ai pris le soin de Ouedraogo Ambroise, le défunt Bamouni Ouambré et Adama Fofana qui a été Arthur Kafande, c'était quand même des gens quand même assez cérébrales qui ont mené vraiment la Poste quand même à des hauteurs. Donc je pense qu'on ne peut pas comprendre que... On va écouter nous sur cette question et puis progresser. Qu'est-ce que vous... En tout cas, comment vous analysez cette situation à la Poste, hein? Les travailleurs qui demandent en plus du départ du DG, le départ du secrétaire général de la Poste du Burkina. C'est pas nouveau tout ce qui se passe. Les uns et les autres ont relevé les différentes crises qu'on a connues sous cette forme-là, des travailleurs qui chassent leur DG. Ce n'est vraiment pas nouveau, c'est déplorable, mais je pense qu'on doit aller au-delà des conséquences que nous sommes en train de critiquer pour nous interroger sur les fondements, sur les causes profondes et réelles de ce qui peut amener un travailleur à aller jusqu'à violenter son DG. Voilà, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dédouaner les travailleurs. L'acte qu'ils ont posé est condamnable. Mais pourquoi ils en arrivent là? Ce sont ces questions que nous nous posons très peu. Mais pour moi, tout ça, c'est le résultat des frustrations. C'est le résultat du hiatus qui se creuse chaque jour entre les travailleurs et ceux qui dirigent ces employés-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de communication, il y a très peu de management dans la façon de faire de plusieurs autorités. Et ça,
c'est condamnable. Oui, en tout cas, certains pensent que c'est comme s'il faut donc traiter ces responsables, en tout cas, qui méprisent. Voilà, donc d'une certaine façon, les travailleurs, est-ce qu'on peut... Oui. Voilà, les travailleurs parlent de mépris. Je vous dis que quand un père de famille en arrive à un moment donné à quitter son poste, son domicile le matin, à arriver au boulot et à poser ce genre d'acte-là vis-à-vis de celui qui est son patron, ça veut dire qu'il y a un problème même de légitimité qui se pose. Il ne voit plus en ce monsieur-là son patron. Oui, Dieudonné a posé un certain nombre de questions. On parle également donc peut-être de certaines réformes, de certains avantages qui auraient été supprimés par le DG en question, et peut-être que ça pourrait aussi expliquer la grogne à la base. Tout ça, pour moi, ne sont que des conséquences. On peut supputer sur le fait qu'effectivement, il semble que le DG veut faire travailler les gens, il veut faire bouger les lignes, il a adopté de nouvelles façons de travailler, etc., où on veut que chacun produise des résultats. Tout ça, c'est bien. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul, quand même, au Burkina, qui fait des réformes, qui veut faire travailler les gens. Parce que quand on parle comme ça, c'est à croire que dans les autres administrations où il n'y a pas de problème, c'est parce que les gens sont laissés à eux-mêmes et qui ne travaillent pas. On peut épiloguer sur cette question-là, mais je me dis que nous devons maintenant poser sereinement le problème et voir qu'est-ce qui ne va pas dans nos administrations publiques. Notamment, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que les travailleurs, à un moment donné, sont obligés de violenter leur DG? Surtout que ce n'est pas prémédité. Je dis, il y a un malaise profond. Qu'il faut chercher peut-être à comprendre et à découvrir. Je comprends ce qu'il nous a dit. Très rapidement, je comprends ce qu'il nous a dit. Mais le premier, peut-être, de frustrer en griffe, c'est le responsable syndical. Les raisons qu'il a avancées. Nous, on se fonde sur ces raisons-là pour analyser la situation. Aucune des raisons avancées ne peut justifier ce qui s'est passé. Nous sommes tous des travailleurs, mais ce n'est pas possible. On a bien compris votre formule. Je pense qu'il nous a raison, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, on a parlé des réformes en cours au niveau de la poste du Burkina, on a même indiqué que le nouveau directeur général a décidé justement d'élargir les formations à l'ensemble du personnel, alors que c'était limité à quelques éléments. Maintenant, c'est un paradoxe quand même. Si tout le monde en bénéficie, en réalité, il ne devait pas avoir de la grogne dans la rue, puisqu'en réalité, c'est tout le monde qui est bénéficiaire de ces formations. Mais ce que je voudrais dire en termes de solutions pour régler ces genres de situations, parce que si on reste en l'état, demain, ne soyez pas étonnés que d'autres sociétés d'État entrent dans la danse parce qu'il y a une certaine impunité qui entoure tout cela. Et la question de la légitimité des directeurs généraux également. Tout cela pourrait avoir solution dans ce qui était fait à un moment donné avec les concours, les appels à candidature pour la nomination. Je pense qu'il faut revenir de ça. Pas plus tard que hier, dans l'après-midi, on était en panel à l'université où un député, Ousseni Tamboura, pour ne pas le nommer, a indiqué clairement qu'il y a des textes qui existent au Burkina, que certaines nominations doivent même passer à l'Assemblée nationale. Mais l'ensemble de ces textes-là ne sont pas respectés. Je pense qu'il faut désormais passer au pain fin les nominations et puis donner des contrats d'objectifs, des contrats clairs des directeurs généraux. Et cela permettra d'être légitimé. Et puis régler certains problèmes. Pour les 14 sociétés à caractère stratégique, la loi est claire, ça relève des prérogatives du président du Faso. C'est seul le président du Faso. Oui, c'est non. Voilà, je finis. Donc ça c'est clair. Ça c'est la loi qui le dit. Mais je pense aussi qu'on a aussi brandi un problème générationnel. Que parce que le DG Nabi Koulibaly, il est relativement jeune. Il n'est pas de la maison. Voilà, il n'est pas de la maison. Il est venu trouver des vieux briscards qui ont certains ont des masters, d'autres ont des trucs, et il a voulu... je pense aussi qu'il ne faut pas ramener, parce que quand même, effectivement, ceux qui sont là-bas et qui tenaient la maison avant qu'un nouveau DG... Il y a des gens qui gardent toujours la maison, et avant que tu ne viennes tout, donc, il y a tout ça. Et si réellement le fait d'avoir refusé de rencontrer les travailleurs avérés, je crois que là aussi, il y a un problème. Un DG ne peut pas refuser de rencontrer ces travailleurs, quel que soit, il faut faire face, il faut affronter ces travailleurs. Malheureusement, sur cette question-là, on n'a pas pu avoir la version du DG. Mais je suis persuadé que la question de légitimité, là, elle est discutable à partir du moment où vous n'avez pas le ratio de ceux qui sont partis dans la rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dire qu'aujourd'hui le DG doit partir parce que sa légitimité là, demain on va serrer peut-être, je touche du bois, mais on va serrer le code
l'école, peut-être d'autres autorités. Non, moi, je voilà. non, ça veut dire que l'État doit restaurer son autorité. Non, la légitimité ici, on ne peut pas, parce qu'il a été nommé selon les règles de l'art. Il y a une loi qui dit que les DG en sa chose. Oui, on a bien compris la présidente qui nomme, il n'y a rien à dire. Ça, est-ce qu'on sait combien de Burkinabés étaient dans les rues le 30 et 31 octobre 2014 pour rapporter à l'ensemble des Burkinabés? Donc c'est une question de... Si on doit rester dans les choses, c'était une déception généralisée que sujet, mais il faut qu'on avance dans le débat parce qu'on est talonné par le temps. On va parler de cette autre actualité qui concerne l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Lors d'une conférence de presse, le mouvement des peuples citoyens a annoncé le retour de Yacouba Isaac Zida pour le 16 septembre prochain. Alors, Inoussa, pensez-vous vraiment que l'ancien Premier ministre va faire son comeback au Burkina, au regard en tout cas de tout ce qui lui est reproché au pays? Bon, vraiment, quand on annonce le retour de l'ancien Premier ministre Isaac Zida, c'est pour moi un non-événement. Qu'il vienne le 16 ou qu'il vienne demain, c'est bien. C'est son pays. Qu'il vienne. Surtout qu'il y a des choses qui lui sont reprochées. Ce serait l'occasion certainement pour lui de pouvoir s'expliquer sur ces choses-là. Est-ce que ces retours, ce n'est pas un événement? Parce que Isaac Zida, quand même, il a été président, hein, il faut le souligner aussi, Premier ministre. Politiquement, il n'est pas peut-être aligné avec le pouvoir en place. Est-ce que ça ne va pas créer donc un climat social ou politique un peu plus tendu? Bon, je ne pense pas. C'est vrai qu'effectivement, vous l'avez rappelé, c'est quand même une autorité. Il a derrière lui aussi des gens qui croient en lui comme étant un homme politique d'avenir. Et de ce point de vue, je ne banalise pas en fait le fait qu'il revienne. Mais le fait d'annoncer une date pour dire qu'il vient à telle date, bon... Vraiment, ce n'est pas le Messie, quoi. Et puis, en plus, je veux dire... Je rejoins complètement Inoussa. Je pense qu'il ne faut pas faire un événement autour de la date annoncée. L'événement, c'est son retour. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes le 12 mai, il vient le 16 septembre, c'est dans 4 mois. D'ici dans 4 mois, là, qu'est-ce qu'il fait au Canada? C'est une question que nous avons à se poser. Dans tous les cas, son retour attendu au Burkina. Peut-être que c'est une stratégie de communication. Mais ça renvoie à quoi? Un retour, bon, je ne sais pas moi, ça renvoie à quoi? Au moment où il partait, certainement qu'il n'avait pas annoncé son retour. Il n'avait pas dit combien de temps il allait passer là-bas. Mais de toute façon, je pense bien que, comme il nous l'a dit, il ne faut pas trop polémiquer. Il dit qu'il arrive, Dieu merci, parce que beaucoup de gens le cherchaient ici. Rappelez-vous d'ailleurs que des magistrats ont demandé des billets d'avion et des frais de séjour pour aller l'entendre au Canada. Donc je pense qu'on pourra faire l'économie de ces dépenses-là s'il venait de lui-même. D'ailleurs, il a même dit que d'après donc Nogo qui a fait la conférence de presse, et même si les autres s'en démarquent, d'abord il y a peut-être une petite bagarre à ce niveau, il a dit qu'il sera candidat à la présidentielle de 2020. Tout ça c'est... Oui, ça, oui. Non, il avait dit que c'était pas exclu. Il a dit, mais il n'avait pas pris la décision. Il avait dit que c'était pas exclu, mais cette fois-ci, c'est confirmé. Voilà, donc voilà un peu l'évolution de l'information. Donc ça devient intéressant, on aura beaucoup de candidats et pour 2020 et on verra bien si tout le monde est blanchi, on ira donc pour les élections. Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Ce que j'ai compris de cette conférence de presse, c'est que nous sommes dans un Burkina où l'actualité va vite. Et si vous n'êtes pas, en fait, si vous ne communiquez pas, on risque de vous oublier. Donc du coup, selon moi, c'est pour en fait rappeler à l'opinion qu'il existe un certain Yacouba Isaac Zida qui est quelque part dans le monde et qu'il faut garder ça bien dans l'esprit. Sinon, quelqu'un qui a géré des services de renseignement, il n'annonce pas sa venue comme ça quand on l'attend à l'aéroport. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc pour moi, c'est vraiment... Peut-être qu'il ne veut pas venir clandestinement aussi. Non, même s'il ne vient pas clandestinement, le fait de venir même à l'aéroport international de Ouagadougou, ce n'est pas clandestinement. Vous avez votre passeport et un certain nombre de documents qu'on vérifie avant de votre entrée. Voilà, le président, les autorités burkinabées seront même au courant même depuis l'aéroport quand vous allez vouloir prendre l'avion. Donc pour moi ici, la qualité même de celui qui a tenu la conférence de presse. C'est pas crédible, l'information n'est pas crédible. Et comme Miki le disait, vous-même vous avez vu que ça a été rapidement contesté. Et ça crée une certaine petite polémique entre deux cas qui s'opposent et qui se réclament d'une même personne. Du coup, nous aussi, bon, ça jette un pavé dans l'actualité. On en parle. Et pour moi, c'est tout ce à quoi devait servir cette conférence de presse. Qu'on dise qu'il existe encore Yacouba Isaac Zida, ne l'oublions pas.
il est quelque part, revenir il peut revenir. Oui. Bon, je prends la balle. Bon, c'est vrai, Zoubaviel l'empathie, mais gardons-nous souvent de prendre, de balayer d'un revers la main. Bon, souvent, c'est un peu, bon, ceux qui jouent au saltimbanque, là, bon, qui annoncent des choses, on ne les prend pas au sérieux, mais souvent, la vérité sort de la bouche de ces gens, parce qu'ils sont souvent connectés, vous croyez que, bon, ils s'amusent. Donc, bon, c'est pas, mais ceci dit, bon, ça fait la énième fois qu'on parle que Zida, il revient. C'est un citoyen comme les autres. D'ailleurs, je trouve qu'il doit faire preuve de courage, je l'ai dit sur ce même plateau, comme son prédécesseur, Luc Adolphe Thiaw. Ce monsieur-là, moi, vraiment, je lui tire mon chapeau. Il a accepté de rentrer courageusement. Le voilà. Donc, je pense que Zida, s'il veut, il est un citoyen burkinabé, il doit rentrer. Surtout qu'il a des ambitions kosiamiennes. Bon, il n'a qu'à rentrer s'il arrive à pacifier, comme je dis, son sérail sécuritaire, parce qu'il y a ses copains du RSP et judiciaire aussi, parce qu'on l'accuse d'avoir dissipé plusieurs millions, 750 millions en 15 jours. S'il arrive à pacifier tous ces sérails-là, il peut se présenter. Et d'ailleurs, s'il arrive à faire tout ça, moi je fléchirai même ma position. Je pense qu'en ce moment, il pourra tailler dans des croupières même du MPP, du CDP, et puis avoir un certain pourcentage, et pourquoi pas jouer au faiseur de roi. Mais pour le moment, il faut qu'il rentre d'abord pour vraiment faire face à un certain nombre de problèmes qu'il a laissés ici ou qu'il a créés. Et puis là, on verra la suite. On a bien compris. Ça me rappelle la position. On va pas... Voilà. C'est quand Nana Thibault disait de Blaise Compaoré en son temps. Oui, bon, on n'a pas le temps parce que je voudrais peut-être que Dieudonné réagisse très rapidement sur cette annonce également que vous avez fait parlant des retours que vous avez annoncé. Donc, votre journal, en tout cas, le probable retour de Blaise Compaoré pour octobre 2019. Bon, nous avons été sourcés qu'en tout cas l'ancien Deus ex machina, celui qui vraiment faisait et défaisait la politique burkinabé. Souvent que vous les embrouillez. Ouais, non, mais j'ai dit en français facile, c'était celui qui était la machine politique du Burkina ces 20 dernières années. Bon, nous avons été sourcés qu'il ne veut pas passer un quinquennat d'exil hors du Burkina. Mais permettez-moi de ne pas en dire plus. D'accord. Merci, c'est bien compris. Alors, on va parler de nous-mêmes. On va parler donc des prix Gallian, la 22e édition. C'était hier. Ce sont des prix donc, qui récompensent les meilleures productions journalistiques. 34 prix Gallian et un super Gallian et une dizaine de prix spéciaux ont été décernés. Alors, pour les prix spéciaux et officiels, chaque lauréat a reçu un trophée, une attestation, un chèque d'1 million de francs CFA. Le super Gallian, quant à lui, c'est le meilleur des meilleurs Gallians. Un trophée, une attestation, 3 millions de francs, une moto, et puis donc un billet d'avion, une maison de 20 millions, d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Alors, très rapidement, on a très peu de temps. Comment donc, en tant que journaliste, vous appréciez ces prix Gallian? Zoubaviel. Alors, d'abord, félicitations à tous les lauréats des prix Gallian d'hier. Et félicitations spéciales à Hugues Sama, qui est un jeune journaliste, très jeune, mais dont la plume force l'admiration. Je pense que cette consécration, quand même, prouve que les doyens de la presse burkinabé ont encadré cette jeunesse qui est arrivée après. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine... La relève, elle est quasiment assurée. Et donc, pour moi... C'est déjà très bien que ce soit un jeune. Voilà, ça montre que la relève est là. Et derrière lui, je voulais aussi féliciter la rédaction, parce que certainement il est coaché aussi par une rédaction qui est bien soudée, qui l'encadre tout. Donc je pense que c'est un travail collégial, le travail de journaliste, et c'est le mérite, en tout cas, le fait que Hugues ait pris ce prix, c'est le mérite en tout cas d'un certain nombre de personnes, ses confrères les plus proches, et même les doyens de la presse burkinabé qui n'ont jamais manqué de conseils. Oui, bon, j'étais membre du jury, justement, presse écrite, dans lequel Hugues Sama, il a compétit, effectivement. Bon, à son dossier, il y avait quasiment une unanimité. Bon, non seulement le thème, c'était sur l'échangeur, et d'ailleurs, c'est la même photo de l'échangeur qui a eu le prix de donc. Bon, je pense que, bon, c'est effectivement, bon, mais effectivement, un prix Gallian, une œuvre, c'est une œuvre collégiale, parce que, vous savez, c'est travaillé. Il y a l'auteur qui a écrit, mais il y a ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, il y a les correcteurs, il y a le rewriting. Bon, c'est un jeune journaliste qui a de la graine, comme dirait mon ancien patron,
il a de la graine Ulsama. Et je pense que, mais si on veut voir ce que nous avons, je crois que hier on a répercuté les recommandations que nous avons faites. Bon, cette année, la fournée était moindre, il y a eu moins d'œuvres, mais il y a eu surtout une confusion des genres. En tout cas, en presse écrite, il y avait de bons articles, mais malheureusement, soit le monsieur il a mis soit enquête, soit reportage. Donc il y a eu cette confusion des genres là qui fait, et nous avons... C'est un problème qui est récurrent. Voilà, et nous avons préconisé qu'on fasse même un séminaire pour un peu vraiment éclairer les journalistes sur les genres rédactionnels. Ça va permettre. Sinon, il y avait de bonnes jeux, malheureusement, qui ont été disqualifiés. Parce que donc, et encore une fois, chapeau, parce que c'est quand même un gars de notre jury, qui a pris le super gagnant. Et ça fait la deuxième fois d'ailleurs que la presse écrite prend le super gagnant. Je rappelle que c'était Dabadi des pays. Bon, c'est deux éléments des médias doyens de la presse écrite, et c'est comme quoi, bon, on dit les chiens ne font pas des chats. Voilà, c'est comme ça. Je voulais me joindre aux autres, en tout cas pour féliciter l'ensemble des lauréats, en l'occurrence le super gagnant de cette année, qui a une belle plume, mais je prends du plaisir à le lire. Maintenant, sans rentrer dans les détails, je voudrais faire remarquer qu'il faut se réjouir en tout cas du fait que les gagnants évoluent en termes donc, de prix, de la qualité des prix, parce qu'il n'y a pas longtemps c'était 500 000 francs, ensuite on est passé à 1 million. C'était 300 000. C'était même 300 000. Moi, à notre temps, moi j'avais eu le prix gagnant en interview, c'était 300 000. Moi j'ai connu la génération des 500 000. Aujourd'hui nous sommes à 1 million. Chacun de ce qu'il sait. Moi j'ai connu la génération de 500 000. Ensuite c'est passé à 1 million, Dieu merci. Et en plus on a ajouté le super gagnant. C'est très bien. On est en train de copier d'autres pays qui font pareil. Maintenant ce que je voudrais regretter, c'est que cette évolution de la qualité des prix est en contraste avec les dossiers, les candidatures qui sont reçues, parce que le jury l'a dit, il y a eu moins de candidatures et il y a eu aussi une certaine baisse de la qualité. Je tenais à rappeler justement les confusions des gens retour. Donc, d'où l'importance de travailler un peu pour corriger tout cela. Mais la seconde chose que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit il y a une année, je répète cette année, il y a, à mon avis, en tout cas, une certaine concurrence déloyale entre les médias d'État et la presse privée. Mais qu'est-ce que vous appelez? J'explique tout simplement. Je n'arrive pas à vous comprendre. Non, la concurrence déloyale, c'est que... Oui, parce qu'il faut le rappeler. Je le rappelle ici. Cette année, en tout cas, tout ce qui est compris officiel en radio et en télévision ont été remportés par des journalistes de la télévision nationale. Je ne parle pas des résultats. Je ne parle pas des résultats au finish. Je ne suis pas en train de contester la qualité du travail. Quand je parle de concurrence déloyale, il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que dans le travail des journalistes ici, on a que les médias d'État bénéficient de l'argent de l'État. On a une minute pour terminer. Je n'ai pas beaucoup de temps sur ça. Ça dit, c'est la question des ressources de l'État qui sont utilisées donc par les médias d'État. Et en plus, chez les médias privés, il est important. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, on devrait isoler les journalistes, leur demander de prendre leur propre moyens pour aller faire des enquêtes, des reportages. C'est une remarque simplement que je voudrais faire. Ça dit, c'est important ça de se le passe dire. comme ça dans tous les pays du monde. Super gagnants n'ont pas été... Je parle de la preuve, c'est que ce sont les médias privés qui ont eu les 2 derniers super gagnants. Oui, mais ce n'est pas des médias d'État. Oui, non, c'est déjà très bien. Ce que je veux dire, mais permettez-moi en tout cas de souligner cela. Parce qu'il y a une pression permanente dans les médias privés là. Si je prends l'exemple de ma rédaction, chaque année je demande aux jeunes pour postuler pour les gagnants, mais je conviens qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'il y a une pression terrible qui fait qu'on ne peut pas consacrer ni le temps, ni les moyens financiers. Mais c'est pareil. Maintenant, si le scénario... une terrible pression. Oui, bien sûr, ici il y a une pression terrible qui fait que les journalistes de la rédaction, s'ils vous écoutent, ils vous diront peut-être un mois avec nous. Mais en passant, la presse écrite est la plus difficile parmi la presse. Et nous, on a moins d'une minute pour terminer cette émission. Je dis très rapidement qu'on ne pourra pas parler du Togo, vu qu'il nous reste moins de... Oui, c'était prévisible. Félicitations vraiment à tous ceux qui ont eu des prix. Cela permet effectivement d'avoir des moments de joie en dehors des félicitations que les journalistes reçoivent aussi souvent de leurs lecteurs. Mais je pense que la presse burkinabé peut mieux faire s'il y a un minimum de conditions qui sont remplies pour les journalistes, parce que on ne doit pas oublier que ces journalistes qui ont obtenu ces prix-là travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles, liées même à l'environnement socio-économique, mais liées également
aux conditions dans lesquelles les entreprises de presse évoluent. Donc bravo à eux, mais je pense qu'il convient que nous réfléchissions encore à comment sauver les entreprises de presse burkinabè parce qu'ils jouent un rôle assez important, surtout dans le contexte actuel. En un mot, comment donc améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes au Burkina Faso? Nous en avons parlé la semaine dernière. Voilà, ça va être le mot de fin de cette émission. Merci à tous, en tout cas, pour vos différentes contributions. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. Nous sommes au terme de cette émission et je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Inoussa Ouedraogo de Bendré, Paul Miki Ouamba de Ouaga FM, Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina et Dieudonné Zungana de Aujourd'hui au Faso. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à 13h dans une présentation de Ruth Bini Ouattara.